Bonjour, bienvenue pour la troisième et dernière partie de ce cours sur le concept de terroir viticole. Le cours d'aujourd'hui portera sur la typicité, les styles de vin vus sous des angles différents. Nous verrons l'exemple de Chablis, un terroir traditionnel, et ensuite nous irons en Afrique du Sud parler de Sauvignon blanc et nous aborderons la question de peut-on changer la typicité d'un terroir en jouant sur les techniques culturales et les dates de vendange. Donc, comme je le disais, la première partie sera consacrée à un terroir très traditionnel, Chablis, en France. Et ensuite, nous nous envolerons pour l'Afrique du Sud, où nous verrons le rôle du macroclimat sur le Sauvignon blanc, sur les styles de Sauvignon blanc, et nous zoomerons sur le rôle du microclimat, le rôle de certains facteurs abiotiques comme la lumière et la température sur le style des Sauvignons blancs, et ensuite nous parlerons d'un point très important qui est la date de vendange. Chablis est un terroir bien sûr typiquement français, très traditionnel, et il est intéressant de voir comment le comité interprofessionnel présente les vins de Chablis. Pour cela, et ceci est très intéressant, il parle tout d'abord du sol qui a été formé au Quiméridgien, et ce sol contient des fossiles de petites huîtres appelées Exogyra virgula. Donc nous avons ici une façon très traditionnelle de présenter le terroir viticole. Voici une photo rapprochée de ce type de sol où on voit ici les fossiles de ces petites huîtres. Pour information, bien sûr, le Quiméridgien est un sol unique en son genre, mais il n'y a pas que du Quiméridgien en France, il y a aussi des sols de Quiméridgien en Angleterre par exemple. Donc une des questions qui peut être posée ici, c'est est-il possible de faire des vins de style Chablis en Angleterre? Je vous laisse réfléchir à cette question et la réponse viendra bien entendu, comme je l'ai dit dans les cours précédents, des dégustations que vous pourrez faire des chardonnays produits en Angleterre et des chardonnays produits à Chablis, dégustation de préférence à l'aveugle, de manière à ne pas être influencé par l'étiquette, et vous vous ferez votre propre opinion. Une autre entrée très traditionnelle dans la façon de présenter les terroirs en France, et pas que en France du reste, c'est de montrer la hiérarchie de classification dans un vignoble en parlant de crus, de grands crus, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que le climat entre en jeu avec l'exposition des vignobles de ces crus. Et ensuite, bien sûr, la présentation fait état de l'élevage des vins. Et on voit bien ici qu'on a une présentation typique appellation d'origine contrôlée ou AOP, appellation d'origine protégée, où l'on va, entre guillemets, présenter, j'allais dire réciter, le cahier des charges de l'appellation. Alors bien sûr, quand on déguste des Chablis de différents terroirs, de différents crus et de différents millésimes, il y a bien entendu des différences, mais il y a une espèce de dominante en termes de typicité du vin qui est relativement intéressante. Il faut noter que les chardonnays de Chablis sont une référence mondiale, puisque partout dans le monde, les gens, quand ils produisent du chardonnay, ont tendance à faire référence au style Chablis en disant ben moi je voudrais bien produire un chardonnay de style Chablis quand on leur demande quelle typicité de chardonnay ils veulent produire. Donc Chablis, on peut le dire, est une référence mondiale pour les vins de chardonnay, enfin de mon point de vue. Comme je vous l'ai déjà dit, ici nous sommes sur un type de sol donné, très graveleux, et si l'on traverse la route, eh bien on voit qu'à quelques mètres de distance, on n'a bien entendu pas le même type de sol et on n'a pas la même exposition. Donc tout ceci, bien naturellement, influe sur le style de vin. Alors je parle souvent de typicité des vins ou de style de vin. Pour moi, c'est un petit peu la même chose.
Euh, Quand je parle de typicité des vins, je veux dire style de vin. Je préfère le mot style de vin car lorsqu'on voyage, le terme typicité est souvent mal compris par les anglo-saxons. Donc voilà pour le Chablis, une façon très traditionnelle de présenter le terroir. Voyons maintenant, partons maintenant en Afrique du Sud. Voyons donc l'influence potentielle du climat, du macroclimat, sur les styles de Sauvignon blanc dans ce pays. La viticulture en Afrique du Sud est localisée dans la région du Western Cape et donc cette région est bordée par l'océan Atlantique et l'océan Indien. Bien sûr, les deux océans jouant un rôle sur le climat, en tout cas pour les vignobles proches de la côte. On estime que l'influence de la côte peut, s'il n'y a pas de montagne, être ressentie à l'intérieur des terres jusqu'à environ 15-20 km. En Afrique du Sud, il y a aussi une classification des terroirs et ici je vous ai donné quelques noms de régions viticoles très connues et qui sont diverses. Il y a donc une grande diversité de terroirs dans ce pays, allant donc des terroirs frais à des terroirs chauds qui sont plus à l'intérieur des terres. Bien sûr, la majorité des vignobles sont irrigués. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a récolté des sauvignons blancs dans la plupart de ces terroirs pour réaliser des mini-vinifications à hauteur de 50 à 100 litres. Et ensuite, on a réalisé de l'analyse sensorielle. Donc bien sûr, on a récolté, comme je vous le disais, 52 sauvignons blancs dans la région, dans des terroirs chauds et dans des terroirs beaucoup plus frais. Ensuite, on a demandé à un panel de professionnels de séparer les vins en fonction de deux dominantes, la classe tropicale, donc fruits tropicaux, fruits de la passion, pamplemousse, ces arômes étant liés dans la baie à une famille d'arômes que l'on appelle les précurseurs de thiol. Donc la deuxième classe étant la classe herbacée, qui est essentiellement liée chez le Sauvignon blanc à une autre famille de molécules qu'on appelle les pyrazines et qui sont responsables dans ces vins de notes asperges, poivrons verts, buis, etc. En termes de résultats, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, le panel a très clairement classé les vins en fonction de ces deux classes. Et on voit bien que toute chose étant égale par ailleurs, puisqu'on a vendangé dans un ensemble de terroirs extrêmement différents, la grande dominante étant simplement le climat, de chaud à frais, on voit donc que les sauvignons blancs de terroir chaud se distinguent des sauvignons blancs de terroir frais quand on fait de l'analyse sensorielle à l'aveugle. Les sauvignons blancs de terroir chaud vont plus exprimer des notes de type tropical. Les sauvignons blancs de terroir frais vont exprimer des notes plutôt herbacées. Et bien sûr, au milieu, vous avez toujours une classe qui est entre chaud et frais. Ceci montre l'importance du climat de manière globale, de manière générale, sur la composition du fruit en termes de précurseurs aromatiques et les conséquences sur le vin. C'est vrai aussi pour un cépage comme le Riesling, où le TDN, qui donne des notes de pétrole dans les vins de Riesling, s'exprime plus en climat chaud qu'en climat froid. La fameuse rotandone du cépage Syrah, mais pas que, qui donne des notes poivrées au vin, s'exprime mieux en terroir frais qu'en terroir chaud. Donc vous voyez qu'il y a une relation complexe, indirecte, mais réelle entre le mésoclimat et on verra tout à l'heure le microclimat et les notes aromatiques dans les vins. Donc on va passer maintenant de l'échelle macroclimat à l'échelle microclimat. Et pour cela, je vais vous parler d'une expérimentation que nous avons faite en Afrique du Sud sur le Sauvignon blanc, où nous avons enlevé les feuilles dans la zone des grappes afin d'apporter plus de lumière, principalement. Donc voici le vignoble en question. Vous voyez qu'en Afrique du Sud, on a des terroirs qui sont magnifiques. Ce vignoble où nous avons travaillé dans la région d'Elgin se situe à quelques kilomètres de l'océan Atlantique, ce qui autorise donc des brises marines qui arrivent dans la journée, qui rafraîchissent les baies
au moment de la maturation, du développement du fruit et de la maturation. Ce qui permet d'ouvrir la canopée au niveau des grappes sans avoir de problème de brûlure du soleil et sans augmenter de façon excessive la température. Donc ce que je vais vous montrer, ce sont des résultats où c'est vraiment le rôle de la lumière en qualité et en quantité qui a influencé la composition du fruit. Donc Elgin est au milieu des 3 flèches. Pour cela, nous avons utilisé comme marqueur 2 familles aromatiques, les pyrazines, méthoxypyrazines, qui, comme je vous l'ai dit, sont responsables d'arômes dans les vins d'asperges, de poivron vert et de buis, et qui sont des molécules, en particulier l'IBMP, qui sont détectables à très très faible quantité dans le vin. Les pyrazines donc donnent des goûts herbacés aux cépages, sont présentes dans les cépages Sauvignon blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, etc. Et enfin, ces cépages-là en particulier, et donc peuvent donner des goûts avec ces notes poivron vert ou asperge dans les vins issus de ces variétés de vignes. Les connaissances scientifiques sont importantes car elles permettent de guider les techniques culturales. Les pyrazines sont fabriquées essentiellement dans la pellicule et la biosynthèse des pyrazines, l'accumulation des pyrazines se fait avant la véraison. Ensuite, après la véraison, de façon toute naturelle, les pyrazines se dégradent plus ou moins. Alors pourquoi c'est important de connaître, d'avoir ces connaissances scientifiques pour gérer les itinéraires culturaux, connaissances scientifiques qui peuvent aider à gérer des itinéraires culturaux? Parce que si l'on sait que les pyrazines sont fabriquées avant la véraison, et l'on sait aujourd'hui que la lumière permet de limiter l'accumulation, de limiter la biosynthèse de ces pyrazines, bon, c'est très compliqué, c'est des mécanismes compliqués, mais on sait que la lumière permet de limiter la biosynthèse des pyrazines, et bien ça permet d'ouvrir la canopée bien avant la véraison et de cibler la période physiologique d'accumulation de ces composés. À ce titre-là, on va ouvrir la canopée à la nouaison, donc après la floraison. Aujourd'hui, il y a un consensus entre les expérimentateurs, les chercheurs et les professionnels. Si vous voulez aérer les grappes et si le climat vous le permet, si vous voulez mettre plus de lumière au niveau des baies, aujourd'hui il est connu que la meilleure période pour aérer les grappes, enlever les feuilles, de manière à apporter plus de lumière au niveau des grappes, et la nouaison. Ouvrir la canopée à la véraison ne sert pas à grand chose sur le plan composition du fruit. Peut-être sur le plan botrytis, oui, mais sur le plan composition du fruit, non. Il faut vraiment cibler la période de croissance herbacée du fruit pour avoir un effet de la lumière sur la composition du fruit. Et on a montré que ça jouait sur les thiols, précurseurs de thiol, sur une grande famille aromatique qui sont les caroténoïdes, et aussi sur les pyrazines, comme je viens de vous le dire. Dans notre cas, l'augmentation de lumière au niveau des grappes n'a pas augmenté la température et n'a pas eu d'effet sur le volume du fruit et sur l'acidité. En climat plus chaud, effectivement, là, l'ouverture de la canopée de bonne heure peut avoir un effet sur la biosynthèse des acides organiques et sur le volume du fruit. Donc attention, la technique culturale, toutes les techniques culturales doivent être raisonnées en fonction du climat dans lequel on se trouve, entre chaud, très chaud et tempéré frais. La deuxième famille aromatique qui nous a servi de marqueur, ce sont les thiols. On en a déjà parlé. Donc les thiols sont responsables dans le sauvignon blanc d'arômes de type pamplemousse, mangue, goyave, etc. Bien sûr, au milieu, il y a la levure, et donc là, les mini-vinifications ont été faites en conditions contrôlées, toutes pareilles, utilisant la même souche de levure, de manière à ce que les levures travaillent à fabriquer les arômes volatiles, je dirais, de la même manière, puisque c'est la même souche de levure. On a équipé nos vignes de capteurs, de très nombreux capteurs. Je ne rentre pas dans le détail, vous aurez les publications associées si ça vous intéresse. Et on a comparé des situations extrêmes, c'est-à-dire des grappes 100% à l'ombre et des grappes 100% exposées, comme vous le voyez ici. En dosant les pyrazines, l'IBMP en particulier dans les vins,
on voit tout de suite qu'il y a donc une différence entre les modalités en vert ici, qui sont les modalités ombrées, et les modalités exposées. En effet, nous avions plusieurs modalités exposées, une phase, deux phases, etc. Je ne rentre pas ici dans le détail. Donc un effet dans les vins d'une pratique culturale qui est d'apporter plus de lumière au niveau des grappes durant le stade de croissance herbacée. Un effet notable dans les vins en termes d'analyse d'IBMP. Comme je l'ai souvent dit, l'analyse sensorielle va être le juge de paix, et on voit bien ici que les panels qui ont été formés ont été capables de séparer les vins issus des modalités où les grappes ont été 100% exposées, des vins issus des modalités où les grappes ont été 100% éclairées. Et vous voyez que ici, très clairement, on comprend l'importance de l'effet de la lumière, puisque les grappes ombrées expriment ces arômes asperges et de poivron vert, donc des arômes même d'haricots cuits, alors que les vins issus des grappes exposées expriment plutôt des arômes de thiol, des arômes de banane, de fruits de la passion, de pamplemousse, etc. Donc il y a bien ici un effet important de la lumière en qualité et en quantité, surtout en quantité, sur la composition du fruit et sur la composition et les notes aromatiques des vins, au niveau donc du microclimat de la vigne, puisqu'il s'agit du microclimat des grappes. Donc, deux informations. D'une part, l'importance des facteurs abiotiques, ici la lumière, et d'autre part, à la question est-il possible de changer le style de vin en jouant sur les pratiques culturales à partir d'un même vignoble? La réponse est oui, bien entendu. Donc, d'où l'effet très important sur un même vignoble, bien sûr, du sol, du climat, mais aussi après des pratiques culturales. Donc, je répète, en modifiant les pratiques culturales et en jouant sur les facteurs abiotiques, ici la lumière, on peut modifier le style de vin. Il est possible aussi d'avoir dans un vignoble d'1 hectare, par exemple, ce que certains professionnels ont fait là-bas, en Afrique du Sud, de se dire, eh bien, je vais effeuiller la moitié du vignoble et pas l'autre, et ensuite je vendange tout ça ensemble, et ça donne plus de complexité au vin, puisqu'on va avoir une partie des vins, dans les vins, on va avoir donc ce mélange d'arômes entre poivron vert et arômes de type fruits tropicaux. Donc ça peut apporter un petit peu de complexité au vin. En conclusion, comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, nous sommes ici sur un exemple assez élégant de relation entre une vigne dans une unité terroir de base donnée, et nous avons ici un exemple intéressant de l'effet d'un facteur abiotique sur la composition du fruit, la composition du vin, et comme je vous l'ai dit, il faut dégustation et analyse sensorielle pour voir si il y a de vraies différences en termes aromatiques, car l'analyse de la composition du vin peut montrer des différences, mais qui ne vont pas forcément se refléter à la dégustation. Donc il faut vraiment aller jusqu'à la dégustation du vin pour voir si ce qu'on a fait au vignoble a eu un effet ou pas. Dernière partie, l'importance de la date de vendange. Sur une même unité terroir de base, ici ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait 3 dates de vendange à 1 semaine d'intervalle. Et ensuite, nous avons fait de l'analyse sensorielle sur les vins qui en sont issus. Vous voyez que la première date de vendange présente des vins de type plutôt herbacés tropicaux, avec des notes de citrus par exemple. Pour information, donc dans les petits carrés, vous avez le pH, l'acidité de titration et l'alcool, la concentration en sucre en Brix. Deuxième date de vendange, vous voyez qu'ici on est passé d'un style à un autre en 7 jours à peu près. Et troisième date de vendange, vous voyez aussi que là on a évolué d'un style à un autre.
Et entre la deuxième date et la troisième date, vous noterez que la concentration en sucre n'a pratiquement pas évolué. Et ça me permet tout de suite de vous donner une information à retenir, celle-là. Il n'y a pas de relation directe entre la concentration en sucre à la vendange et la qualité aromatique des vins qui en sont issus. Il n'y a pas de relation directe entre le sucre et les arômes dans la baie et dans le vin. Et vous voyez que ici, en 3 x 7, 21 jours, 3 dates de vendange séparées de 7 jours, eh bien, vous obtenez 3 types de vins extrêmement différents sur la même parcelle. Donc ça pose la question, c'est quoi la typicité de mon vin sur une parcelle donnée, puisque on le sait, la qualité de la baie et des vins provient d'abord du vignoble. Mais, comme je vous disais, la typicité est un consensus sur le goût. C'est-à-dire que si vous êtes professionnel, eh bien, il va falloir déterminer parmi ces 3 styles de vin lequel vous choisissez comme étant représentatif de la typicité des vins que vous voulez véhiculer à partir que vous voulez produire à partir de vos terroirs. Donc c'est bien le professionnel qui choisit en fonction donc d'une base qualitative qui est donnée par l'unité terroir de base croisée avec le cépage et les techniques culturales. Mais c'est bien vous qui choisissez. Et j'insiste ici vraiment sur l'importance de la date de vendange. Ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. Et je vous ai montré dans la leçon numéro 2 l'importance de la date de vendange pour les vins rouges. Donc effectivement, la typicité d'un produit agricole, c'est bien sa propriété à appartenir à un type distinct qui doit être identifié par un groupe de référence. C'est un peu les dégustations d'agrément. Donc il y a bien un accord sur, eh bien, à partir, comme je l'ai dit, de ce terroir donné, pour quelle typicité de vin veut-on être connu, sachant que la typicité des vins peut varier simplement avec la date de vendange. Donc il faut s'accorder. Donc pour produire, je dirais, un produit de terroir, il faut savoir établir la culture, la produire, l'évaluer et l'apprécier. C'est important. Pour conclure, donc, nous pouvons distinguer 3 types de typicité. La typicité classique, un peu franco-française, où il est dit que la typicité est révélée par le terroir et qui a un effet millésime. Et c'est une façon de faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Ou alors on peut construire la typicité, c'est-à-dire on utilise les unités terroir de base comme des ingrédients, un peu comme quand on fait la cuisine, et on assemble des typicités différentes pour créer une typicité qui correspond à ce que l'on veut faire, ce pourquoi on veut être connu ou qui correspond éventuellement à un marché. La troisième façon de faire, c'est de s'adapter à la demande. Le marché demande un rosé fruité, on fait un rosé fruité. Le marché demande un vin blanc fruité, on fait un vin blanc fruité, etc. Enfin, vous avez ici l'approche, je réponds à la demande du marché. Pour pouvoir faire ça, il faut connaître ces terroirs de manière à s'en servir comme ingrédient, comme source de raisins qui pourront être assemblés pour soit créer une typicité, c'est le point B, soit répondre à la demande d'un marché, c'est le point C. Par exemple, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent produire des chardonnays avec des notes de citrus. Donc, A, B, C et surtout B et C nécessitent des connaissances et nécessitent des outils d'aide à la décision de manière à pouvoir atteindre ces objectifs. Je vous remercie de votre attention et je vous renvoie à la chaîne YouTube que je viens de créer où vous trouverez ces présentations et vous pourrez trouver de la bibliographie sur mon site internet qui est indiqué sur cette page. Bon courage pour la suite, portez-vous bien.